Bonjour à tous et bienvenue sur ce live. Nous allons vous parler de nouveaux flux de travail sur Revit via l'iPhone 12 Pro et son LiDAR. On va commencer tout d'abord par expliquer qu'est-ce que le LiDAR. Eh bien, la télédétection par laser ou LiDAR, Light Detection and Ranging, soit en français détection et estimation de la distance par la lumière, est une technique de mesure à distance fondée sur l'analyse des propriétés d'un faisceau de lumière renvoyé vers son émetteur. L'idée derrière le LiDAR est simple. En fait, c'est pointer un petit laser sur une surface et mesurer le temps que met le laser à revenir à sa source. L'utilité et la précision des systèmes LiDAR deviennent connues du grand public en 1971 lors de la mission Apollo 1517 qui cartographie la Lune à l'aide d'un altimètre laser. Lors de sa keynote le 13 octobre 2020, Apple annonce que ses appareils intégreront cette technologie désormais sur deux de ses modèles, l'iPhone 12 Pro et l'iPad Pro. Par ce fait, Apple ouvre donc la voie aux développeurs qui peuvent désormais développer des applications capables de réaliser des scans pro accessibles, à portée de main et à tous. Pour le futur, le LiDAR sera couplé au TOF pour encore plus de précision. D'autres fabricants devraient se servir du modèle d'Apple en intégrant probablement eux aussi le LiDAR sur leur prochain modèle. Les métiers concernés. Alors cette technologie embarquée désormais dans nos téléphones va nous permettre d'utiliser de plus en plus le scan 3D pour de la reconstruction numérique des surfaces. Le LiDAR permet également d'obtenir des mètres assez précis des terrains ou des logements. Tout d'abord, je pense naturellement aux géomètres topographes qui vont pouvoir très facilement et rapidement scanner les terrains afin de récupérer les niveaux et les métrer afin de les exploiter pour une première étude. Les architectes, sur certains petits projets, n'engageant pas leur responsabilité sur des exactitudes de métrée, je pense à eux sur des projets légers afin de gagner du temps dans certains process et pour gagner certaines affaires grâce à une agilité dans les flux de travail. Les architectes d'intérieur. Les architectes d'intérieur n'ont pas tous les budgets d'acquisition de scanners à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Eh bien, cependant, ils ont des clients qui sont de plus en plus exigeants et qui souhaitent rapidement avoir des maquettes 3D de leurs appartements ou de leurs maisons à rénover. Eh bien, nos architectes d'intérieur vont pouvoir enfin répondre à leurs demandes et profiter de cette technologie. Il va permettre de raccourcir les délais de traitement pour des devis urgents qui ne nécessitent pas forcément une extrême précision, répondre à une demande encore plus exigeante et encore plus pressée. Je n'ai pas toujours ma lunette dans ma voiture, mais mon iPhone ou mon smartphone, lui, il est toujours sur moi. Ce ne sont plus des promesses, c'est une réalité. D'un point de vue technique et opérationnel, Xavier, peux-tu nous donner d'autres avantages sur le LiDAR? Au niveau des avantages, le premier point, c'est la possibilité de récupérer les textures. Dans beaucoup de cas, on a besoin de récupérer les textures qui existent dans la réalité, par exemple pour refaire une vraie façade à l'identique, ou encore pour récupérer un objet avec tous les détails. Il peut être très intéressant de récupérer les textures. Dans différents métiers, on aura besoin en plus d'un réalisme. Et là, en récupérant les textures, vous avez directement l'objet comme il est dans la réalité. Donc on se rapproche vraiment d'un réalisme, à vous de fignoler pour arriver à un objet nickel. Un point supplémentaire, c'est que lorsque vous allez vouloir récupérer vos textures, vous allez avoir des formats comme l'OBJ ou le FBX qui vont pouvoir vous être utiles. Et là, ils vont agir et dans les textures et dans l'export. Comme on peut exporter en FBX OBJ, l'export est simple et rapide, puisque vous aurez juste un bouton à cliquer, 2-3 minutes à attendre, pas plus. Et à ce moment-là, ça vient directement dans votre téléphone. Vous n'aurez plus qu'à le récupérer par un câble ou le charger sur un drive.
Et ainsi, une personne qui est à côté de vous, vous-même ou quelqu'un à l'autre bout du monde peut récupérer directement l'objet en FBX OBJ, c'est-à-dire maillé. Sans oublier qu'on peut toujours le récupérer en nuage de points. Et en combinant les deux, nuage de points plus maillage, on a vraiment un nombre d'informations en termes de précision plus texture qui est l'idéal. Le seul autre, on va dire workflow où on peut trouver ça, c'est de la photogrammétrie. Mais la photogrammétrie, ça peut être plus complexe à mettre en place puisqu'il faut prendre énormément de photos, puis le passer à travers un logiciel. Là, vous avez tout dans un seul logiciel, vous faites votre scan, vous exportez et vous avez tout au même endroit. Donc ça, c'est vraiment un avantage certain. L'autre avantage aussi, c'est la possibilité de se déplacer. Si vous utilisez des scanners laser, plutôt faits pour l'architecture, vous allez avoir des stations fixes. Et ça, pour certains métiers, ce n'est pas l'idéal. On a des fois besoin de pouvoir se déplacer dans un bâtiment le long d'un chemin ou encore se rapprocher d'un détail pour le capter. Avec le LiDAR et donc un iPhone 12, vous allez pouvoir vous déplacer comme vous voulez puisque tout est sur votre mobile. Donc c'est très pratique à l'utilisation. Sans oublier que lorsqu'on scanne des, on va dire, bâtiments assez grands, il faut pouvoir les scanner dans tous les coins. Et là, la mobilité, elle est très pratique puisque même derrière des tuyaux, vous allez pouvoir aller scanner. Sans oublier que la précision se fait à moins de 4 mètres et on va arriver à une précision de 2 cm. Donc avec ces données-là, on peut vraiment aller scanner des petits objets, des grands objets et se déplacer dans tout ce que l'on en a besoin. On passe maintenant à l'application Polycam qui est disponible sur iOS. Donc je lance l'application et je vais commencer par scanner ici en appuyant sur le bouton Record ma surface à numériser. Et donc, doucement, je vais balayer toute la surface à scanner. J'ai deux modes de prise de vue. J'ai celui-ci, ou bien en noir et blanc, ce qui me permet d'être beaucoup plus précis au niveau des angles. Et je sens une petite vibration directement sur mon téléphone qui m'indique que mon scan, ma prise est plutôt bonne. J'essaye de rester le plus possible sur la même position et de balayer tout mon champ, même plusieurs fois, si nécessaire. Ce que je peux recommander, c'est aussi d'avoir toujours les mêmes types de balayage. Par exemple, haut, gauche, bas, droite, haut, etc., etc. pour obtenir des bons résultats. Donc je sens les vibrations à chaque fois qu'une zone est bien scannée. Mon iPhone me dit bien que je peux passer à une zone suivante. Je n'hésite pas à passer dans les coins et les recoins pour être sûr de balayer vraiment toutes les zones. Je change de position. Je fais attention de bien récupérer la zone précédente pour être sûr qu'il fasse une bonne liaison entre les deux zones. Et je continue ma prise. Alors c'est vrai que les fenêtres, avec le reflet de la lumière, n'est pas forcément une zone très très simple à capter. Cependant, les résultats nous permettent, quand il y a des bons retours, ici, comme on peut le constater, de pouvoir exploiter sans aucune difficulté après en post-traitement. Je fais attention au coin, parce que c'est quand même là où on va avoir besoin de se fixer. Donc je fais en sorte de bien passer du temps dessus, comme vous pouvez le constater. Et voilà,
c'est dans la boîte. Je peux arrêter l'enregistrement. Et à partir de ce moment-là, j'ai cet espace qui me permet de customiser l'export. Et ici, je peux dire que je souhaite une profondeur de champ réglée à 4,80 m, ce qui est à peu près le cas puisque mon plafond est grosso modo autour de 4,50 m, 5 m. La taille du voxel, je peux la régler aussi, ici. Donc plus je peux aller jusqu'à 11 mm de taille de voxel. Donc plus il sera petit, plus j'aurai de la précision. Et pareil, pour ce qui est de la simplification, je peux agir ici directement. Le mettre par exemple à 20% si j'ai pas vraiment besoin d'un gros niveau de détail. Régler la taille du voxel ici. Et il me reste plus qu'à cliquer sur Process. Et il m'estime le temps de process à 45 secondes, à 47 secondes. On va peut-être pas la noter tout de suite, hein. J'ai mon fichier, il est ici. Ce que je vais faire, c'est, je vais pas forcément utiliser les outils de mesure maintenant. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir exporter. Et à partir de là, je vais pouvoir exporter un maillage, donc l'OBJ, ou un nuage de points en XYZ ici. Donc, je choisis l'XYZ. À qui je vais l'exporter? Eh bien, je peux l'exporter sur un cloud, je peux l'envoyer à qui je veux. Voilà, je vais le mettre sur un drive. Et après, vous connaissez la suite, hein, c'est pas très compliqué. Et bien maintenant, après, une fois que ce nuage de points aura été envoyé, donc je l'envoie à mon collègue Xavier, qui lui va pouvoir retraiter ce nuage de points. À partir du moment où tu m'as envoyé les deux formats, que ce soit du maillage ou du nuage de points, en l'occurrence un OBJ et un point XYZ, je vais pouvoir donc les télécharger sur mon ordinateur et les récupérer pour les nettoyer, soit sous des logiciels tels que Recap Pro pour les nuages de points, soit sur des logiciels de modélisation polygonale comme 3ds, Blender ou encore Maya. Ici, par exemple, je vais faire un nouveau projet et je vais aller chercher donc l'importation de nuages de points que je vais appeler bureau F3DF. À ce moment-là, juste en cliquant ou en faisant glisser mon fichier, en l'occurrence ici le .xyz directement dans mon récap, il va avoir besoin de l'indexer, c'est-à-dire de l'importer. Cela prend environ 10 à 20 secondes pour une modélisation assez simple comme un simple mur comme ce qu'il y a derrière moi. Donc c'est vraiment des opérations très très rapides si on n'a pas bien sûr plein de prises de vue différentes. Et à ce moment-là, on va pouvoir prendre des mesures, le nettoyer ou encore récupérer que ce qu'on en a besoin. Dans le cas où on veuille redessiner des plans et qu'on n'a pas besoin de toute la pièce, on va pouvoir par exemple récupérer ou des plans ou encore des zones, c'est-à-dire des box de nettoyage. On va modifier la taille de la box en fin de compte pour conserver que ce qui nous est nécessaire. Là, en l'occurrence, si je voulais donc créer le tracé sous forme par exemple de DXF, je pourrais garder qu'une tranche de mon nuage de points que je vais ainsi exporter vers d'autres logiciels comme 3ds Max, Maya ou Revit afin de redessiner exactement mes murs ou le tracé de mes murs. Ça, bien sûr, c'est par rapport au nuage de points, mais on peut faire le même travail, et c'est aussi un avantage de tout ce qui est LiDAR et iPhone, sur carrément le maillage, c'est-à-dire les points OBJ. Et dans ce cas-là, à travers, par exemple, un 3ds Max, de la même façon que sur les Capro, c'est-à-dire en importation, on va pouvoir récupérer notre modélisation plus les textures. La preuve ici, j'ai tous les
bout de mes textures, de mes différents objets du scanner. Donc, dans mon 3ds Max, il m'a importé mon fichier. Et à l'aide d'outils de boîte ou encore de segments, on va pouvoir récupérer vraiment le tracé là où ça nous intéresse ou s'accrocher directement sur notre modélisation pour remonter les murs directement sans passer par les tracés. On commence par créer un nouveau projet en utilisant le gabarit architectural, ce qui va nous permettre en fait, en allant dans le menu insérer, de prendre l'insertion des nuages de points. On va ensuite, sur notre fichier, verrouiller sa position. Ça nous évitera donc toute erreur. Pour cela, on va rentrer dans le fichier, rentrer dans modifier et bloquer. Il va falloir ensuite régler les niveaux du projet en fonction du fichier importé. En commençant par créer une coupe permettant de voir les différents niveaux, sans oublier de régler les profondeurs de vue de la coupe pour ne pas être gêné par les éléments en fond. À partir de la coupe, on va pouvoir maintenant placer les niveaux automatiques, les niveaux 0 et niveau 1 pour qu'ils correspondent respectivement au sol et au plafond définis par les nuages de points. L'étape suivante est la création des murs. Il faut commencer par régler la plage de la vue en plan pour voir uniquement les points correspondant au mur. Via la fenêtre propriété étendue plage de la vue, l'important est de ne plus voir le sol dans notre vue en plan. On va ensuite créer les murs via architecture mur. Il faut d'abord définir les contraintes inférieures et supérieures des murs dans les propriétés pour qu'elles correspondent au niveau défini précédemment en coupe. Il sera nécessaire d'utiliser la ligne justification nu fini intérieur. Puis dessiner les murs pour qu'ils correspondent au nuage de points. Donc là, on vient vraiment s'accrocher à notre nuage de points pour délimiter nos murs. On vient relier nos différents murs avec les coins. Donc, pour créer donc notre sol et notre plafond, cela se fait ensuite en utilisant les murs créés via l'outil architecture sol, puis choisir les murs. La contrainte du sol doit être au niveau 0, qui correspond déjà au nuage de points. Information mise précédemment. Pour la création du plafond, cela se fait de la même façon. Si besoin pour positionner les ouvertures, on ajuste les profondeurs de coupe pour voir la façade en fond de coupe et on va ainsi pouvoir créer les fenêtres. Donc pour cela, une fois qu'on a réglé la profondeur de coupe, on clique sur le mur à modifier via l'onglet modifier mur, modifier le profil, puis aller à la vue, choisir la vue en coupe. Et dans la vue en coupe, il faudra utiliser les outils dessiner pour faire correspondre les ouvertures avec les nuages de points. Le lidar dans notre smartphone, c'est la porte ouverte à la création de nombreux nouveaux services en ligne pour permettre à tous ceux qui ne maîtrisent pas forcément les outils de gagner en rapidité d'exécution. Oui, le lidar embarqué dans notre smartphone va considérablement modifier nos usages et nos flux de travail. C'est suite à ce constat que chez F3DF, nous avons déployé un scénario pédagogique, logique et innovant
sur les relevés et les traitements de nuages de points avec des scanners 3D. Une formation est disponible pour appréhender ce nouveau flux de travail, scan, nuage, maquette dans Revit, sur notre plateforme e-learning ou en direct depuis notre Learning Lab. Alors désormais, nous allons passer aux questions-réponses. Donc, à vos claviers, n'hésitez pas, écrivez-nous, posez-nous toutes vos questions et Xavier et moi, on est là pour y répondre. Mon collègue Xavier est à mes côtés pour pouvoir m'aider à y répondre. Je vais lui laisser la parole. Xavier, tu peux y aller. On va commencer à répondre à la première question. Alors, la première question. Hop. Comment est récupérée la texture? C'est la partie photo de l'iPhone, pardon. Alors, en fait, comme on l'a vu dans la vidéo, c'est fourni directement au format image. C'est des bouts de texture qui sont directement au format JPEG et qui vont être, comment dire, mis à plat. En fait, il y a ce qu'on appelle un dépliage UV déjà de fait. Et ça, en fait, on peut le récupérer, les recomposer directement à partir d'une image. Donc, c'est vraiment la partie photo de l'iPhone qui fait le travail. Voilà pour la première question. Alors ensuite… Est-ce que tu veux que je te lise la deuxième question? Oui, je veux bien, oui. Alors, est-ce que c'est également fonctionnel avec l'iPad Pro de 2020? Il demande s'il y a il a le lidar intégré. Alors, ça va, excuse-moi Xavier, ça va en même temps répondre à une autre question qui parle de la même chose, une personne qui a loupé le début, c'est Michael. Le lidar est-il compatible avec tous les téléphones ou uniquement l'iPhone 12 Pro? Donc, je te laisse répondre à ces deux questions en même temps. Alors, en fait, c'est très simple, c'est que c'est compatible avec l'iPhone 12 Pro et l'iPad 12 Pro. En gros, c'est l'iPad de 2020 Pro et l'iPhone Pro de 2020 aussi. 12 Pro. Donc, en gros, oui, c'est fonctionnel qu'avec ces deux-là, pas avec tous les téléphones, puisque c'est les deux seuls qui, pour le moment, sont équipés du lidar et du laser, en fait. C'est-à-dire que si vous regardez l'objectif, vous verrez un point supplémentaire qui est le laser. Alors, merci Xavier pour cette réponse. On va en poser une autre question. À quelle distance faut-il se tenir pour scanner? Alors, en fait, c'est une distance maximum, puisqu'on peut scanner d'assez près, puisqu'on peut scanner des petits objets, mais c'est plutôt une distance maximum qu'on va prendre en compte qui est de 5 mètres. Alors, 5 mètres, je vous conseille quand même d'être un peu à moindre, à 4 mètres et demi, c'est quand même plus sûr. On joue jamais avec les limites en 3D, c'est toujours un peu risqué d'arriver au-delà de la limite. Mais c'est donc 4 mètres et demi, 5 mètres maximum. Après, bien sûr, à peu près 20 cm, ça marche très bien, 10 cm aussi. Ok, merci Xavier pour cette réponse. Autre question à laquelle je vais pouvoir répondre directement, c'est quelle application j'utilise lorsque je scannais. En fait, j'utilisais l'application Polycam. C'était une des premières applications qui est sortie, qui exploite le lidar. Il y en a d'autres qui sont disponibles. Il ne faut pas hésiter à essayer. Par rapport à toutes celles que moi j'ai pu tester, c'est vrai que c'est celle-ci qui était la plus fonctionnelle, la plus opérationnelle et avec laquelle j'ai eu le moins de problèmes. Autre question, quelle surface peut scanner au maximum l'iPhone? Alors en fait, on n'a pas vraiment de limite pour le moment. Je vous dirais que la limite, c'est plutôt la mémoire qu'il y a dans votre iPhone, c'est la place qui reste. On n'a pas vraiment trouvé de limite pour le moment à une taille. Donc, si vous avez l'espace pour enregistrer les données, vous pouvez continuer à scanner normalement.
t'as pas entendu, Benjamin. Alors, autre question posée par un internaute. Avez-vous pu tester d'autres applications pour le relevé sur l'iPhone? Alors oui, comme je le disais, j'en ai testé d'autres. Mais c'est avec cette application-là que j'ai eu le plus de facilité et dont mes exports en termes de nuages étaient le plus probants. Donc, c'est celle-ci que je vous recommande pour l'instant. Et elle s'appelle, je le répète, Polycam. Autre question, est-ce qu'on peut associer les différentes techniques et formats, photogrammétrie et scan 3D style Leica? Xavier, je te laisse répondre à cette question. Alors, on peut toujours tout associer. Après, ça dépend de quel logiciel tu as, en fait. Mais on peut toujours tout associer en 3D. Donc, en fait, c'est plus dur, on va dire, avec un scan Leica parce que c'est vraiment un nuage de points. Là où de la photogrammétrie te donnera plutôt un maillage, carrément. Je te dirais qu'il sera plus facile de fusionner de la photogrammétrie et du lidar que du lidar et un nuage de points en soi. Mais après, comme les deux peuvent faire des nuages de points, si tu nettoies, si tu coupes au bon endroit, tu peux très bien tout associer. Merci pour cette réponse, Xavier. Je vais poser une autre question, c'est celle du poids d'un scan d'une pièce ou d'une façade. Alors, merci Mickaël pour cette question. C'est jamais évident de répondre à ce genre de questions. Après, si on prend par exemple une pièce normale et des configurations normales de Polycam, c'est-à-dire sans augmenter ou réduire la taille des voxels, on se situe pour une petite pièce, je dirais 60 mètres carrés, aux alentours d'un export entre 70 mégas et 200 mégas. Donc, voilà, ça permet de donner un ordre de grandeur. Après, c'est quand même une fourchette qui est un peu grande. Après, encore une fois, ça dépend de plein de paramètres, la façon dont la prise a été faite, donc et les réglages finaux que j'ai montrés lors de ma prise. Voilà, en espérant avoir répondu à cette question. Xavier, est-ce que tu veux ajouter un point aussi? Oui, juste, par exemple, nos bureaux, Benjamin, ils font à peu près quelle taille là? Ils font 100 mètres carrés sur l'étage du haut. Sur 100 mètres carrés. Et ben là, j'ai un nuage de points qui fait 56 mégas. Magnifique, super. Voilà. Voilà, c'est concret. Et il est très précis quand même. Bon, bah ça va, 50 mégas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'il y a un géoréférencement quand on fait le scan? Point GPS. Une question de Maxime. Est-ce qu'il y a un géoréférencement quand on fait le scan? Point GPS. Alors, moi, je n'ai pas noté cette option sur le lidar. Néanmoins, je pense que c'est quelque chose qui doit être, qui devrait arriver. Mais c'est vrai que pour l'instant, je n'ai pas noté cette option. Donc, pour l'instant, sur les relevés que nous avons faits, j'ai envie de dire non. Mais ça ne devrait pas tarder à arriver. Après, il y a peut-être une ou deux applications qui vont utiliser le GPS de l'iPhone pour te géolocaliser quand même. À mon avis, c'est sur une ou deux, tu dois pouvoir trouver. Mais on ne l'a pas vu sur Polycam en tout cas, ni sur les deux autres logiciels qu'on a testés. Voilà. Merci Xavier. Nous avons une autre question. Pour un appartement ou une maison, faut-il mieux faire un relevé par pièce, puis assembler le tout dans Recap ou tout scanner d'un seul coup? Grosse question. Si tu peux scanner tout d'un coup, ça te simplifie le travail, mais ça va te faire un fichier plus lourd. Donc, pour les transferts, peut-être un peu plus contraignant. En général, on essaie quand même de faire plutôt des coupures et de recombiner sous ton logiciel. C'est-à-dire que tu fais attention à tes transitions et ça te permet de corriger quelques erreurs d'alignement, à vrai dire, si tu fais pièce par pièce. Là où peut-être que si tu fais tout d'un coup, tu pourrais avoir des petites incompréhensions de cheminement, on va dire. Mais en soi, les deux possibilités existent. L'une plus que l'autre, ça dépend plutôt de transfert ou précision, on va dire. Et puis, notre niveau de maîtrise sur Recap aussi, Xavier, je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour pouvoir assembler les différentes pièces, les différents points, les différents scans, c'est sur Recap que ça se passe. Et mieux vaut bien maîtriser l'outil pour pouvoir faire
cet assemblage qui est possible sur ce… Oui. Recap, l'avantage, c'est qu'on a vraiment des outils liés au BIM et à la construction, donc ça va vraiment vous aider. Et du coup, pièce par pièce, ça peut vous donner une organisation sous Recap. Donc, vous pouvez vraiment faire une pièce, refaire les murs et autres, puis après, vous attaquez une deuxième pièce, et tout ça positionné correctement sous Recap. Donc, c'est vrai que le pièce par pièce, en termes d'organisation, est peut-être plus propre, on va dire. Alors, encore une autre question sur le passage par Recap. Est-il nécessaire pour arriver sur Revit? Alors non, mais ce que nous avons voulu montrer, c'était ce process de travail qui permettait le nettoyage du nuage. Et Recap est quand même le logiciel adapté à cette fonctionnalité-là. Est-ce que Xavier, tu peux nous en dire un peu plus? Alors, le passage par Recap, c'est surtout le traitement du nuage de points. Si vous récupérez de l'OBJ ou des XF ou FBX, vous allez directement sur votre logiciel final, pardon, donc Revit, 3ds et ce genre de choses. Mais même le nuage de points en soi, on n'est pas obligé de passer par Recap. Recap va surtout permettre, si on ne récupère pas le bon format de nuage de points, de le reconvertir dans un format compris par Revit, par tout Autodesk et autres, c'est-à-dire le point RCP et RCS. Donc, ce n'est pas obligatoire. Merci Xavier pour cette réponse. Encore une fois, on pourra revenir par mail ou n'hésitez pas à nous contacter par téléphone pour avoir plus de précisions sur cette techno. On a une dernière question à laquelle on va pouvoir répondre aujourd'hui. C'est une question de David qui nous demande, dans le cadre de scan de coffret électrique, la précision est-elle suffisante pour avoir de bons détails de petits câbles? Alors moi, j'ai pas forcément essayé de scanner des câbles électriques, mais Xavier, est-ce que tu peux nous en dire plus? Est-ce que toi, tu as essayé de ton côté de scanner des câbles? Alors oui, et ça dépend les câbles en fait, puisqu'en fait, ça vient directement de la précision de l'iPhone, du lidar en l'occurrence. Ça va recoupler avec une autre question plus haut. C'est-à-dire que vous êtes sur un taux d'erreur à 2 cm. Et le problème, c'est que les détails qui peuvent faire moins de 2 cm, on peut des fois avoir du mal à les capter quand même. Donc, pour des petits câbles, ça peut être un peu difficile pour la précision. Alors, en fait, vous arriverez à prendre le début, la fin du câble, mais est-ce que vous arriverez à voir tout le câble dans son ensemble? Ce n'est pas du tout sûr, ça dépend de sa taille. Bon, ça vaut le coup d'essayer. Ça vaut le coup Ça d'essayer. vaut le coup d'essayer, mais des câbles à 0,5, je sais qu'il n'y arrivera pas. Bon, David, n'hésite pas à revenir vers nous et je te promets que on prendra le temps tous les deux de te faire des petits scans de câbles pour voir les résultats. Ça serait très intéressant d'ailleurs de pouvoir partager aussi cette info. En tout cas, merci. On a d'autres questions. On reviendra plus tard une autre fois. N'hésitez pas à nous envoyer par retour de mail donc vos commentaires, d'autres questions et je vous promets qu'on prendra le temps d'y répondre. En tout cas, merci d'avoir participé à cette session sur le lidar. J'espère que ça vous a plu et vous pourrez retrouver également en replay l'accès à cette session-là. En tout cas, un grand merci à tous ceux qui ont aidé à préparer cette session. Je pense à Jordan, je pense à Xavier, je pense à tous ceux qui ont collaboré. Un grand merci à vous tous et je vous dis à très bientôt en replay sur notre chaîne YouTube. Merci à tous et à très bientôt.